on est sur une phase d'incertitude jusqu'où on peut aller. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont aucun espoir de gagner la guerre, l'Iran, clairement. Donc, plus ils tiennent longtemps, plus ils ont les opinions publiques qui se retournent dans les pays développés et plus ils ont un pouvoir de négociation face à Donald Trump. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le jeudi 12 mars 2026 et il est l'heure d'ouvrir notre page économie, analyse économique avec notre invité Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altair Economics. Avec nous pour éclairer nos lanternes parce que eh bien, tout va à 100 à l'heure. On entend beaucoup de choses actuellement, d'autant plus que cette nuit, le baril de pétrole a repassé la barre des $100 avant de refluer vers les 90. Ceci étant, beaucoup d'observateurs parlent de crise énergétique liée à la situation géopolitique en Iran, à la guerre en Iran. Pour vous, on est dans une crise énergétique ou à l'orée d'une crise énergétique ? Bonne question. C'est qu'est-ce qu'on appelle une crise énergétique ? C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui sur véritablement une pénurie de pétrole brut qui pourrait entraîner l'arrêt de l'économie mondiale ou en tout cas une vraie restriction sur la croissance ? La réponse est non, parce que pour l'instant, on a largement de quoi faire. On l'a vu en débloquant les stocks. On le voit aussi parce qu'il y a encore énormément de stocks flottants. Vous savez, ces pétroliers qui tournent en rond et qui peuvent être mobilisés puisqu'on a vu qu'on avait un peu allégé les sanctions ponctuellement à l'encontre de la Russie. Donc, il y a des solutions pour faire qu'il n'y ait pas de pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bloqué, il y a à peu près 20 millions de barils jour qui passaient par ce détroit. Il y en a 5 qui ont été reroutés plus ou moins bien, on va dire, on va faire ça à la louche. Donc, ça fait un déficit de 15 sur 100 millions de consommés tous les jours. C'est quand même un élément en moins, mais on peut par les stocks, compenser ça. Alors après, est-ce qu'on va tenir longtemps ? La réponse est aussi non. C'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on appelle longtemps, mais si on doit le faire sur une vingtaine de jours, c'est à peu près ce que tout le monde a en tête. Une vingtaine de jours, il n'y aura pas de pénurie. Après, si on commence à aller dans les choses beaucoup plus longues, ça commence à poser problème. Alors ce qui a fait pas mal réagir les cours du pétrole aussi, c'est la crainte qu'on ait des mines qui soient jetées dans cette zone-là, parce qu'après, il faut déminer. C'est pas la mine en elle-même, mais c'est qu'après, ça veut dire qu'on ne revient pas à la normalité rapidement. Ce qui fait peur aujourd'hui sur le pétrole, c'est lorsqu'on touche des unités de production ou qu'on arrête des unités de production dans ces pays-là, parce que ce n'est pas des choses qu'on repart comme ça du jour au lendemain. Donc, une unité de production détruite, c'est plusieurs mois pour repartir. Donc, ce que regarde beaucoup le marché, c'est surtout les conséquences au-delà de 20 jours. Et c'est ça qui fait réagir les cours du pétrole aujourd'hui, plus que la peur de véritablement de dire aujourd'hui, on est sur une pénurie. Alors, il y a quelques pays qui sont en difficulté, mais ce n'est pas encore l'élément central. Ce qui fait vraiment réagir, c'est l'idée qu'on s'enlise dans quelque chose qui est durable. Alors forcément, l'Iran joue là-dessus, puisque dans toute sa communication, c'est de dire qu'on va être dans une guerre à long terme. L'Iran... On n'a pas de visibilité sur ce qu'ils sont vraiment capables de faire ou pas. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de bloquer à long terme le détroit d'Ormuz ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'étaient préparés à cette attaque américaine. Ils ont décentralisé tous les centres de décision, ce qui montre pour ça que les attaques ne sont pas très coordonnées et qu'on voit qu'il y a vraiment chaque unité de combat agit indépendamment des ordres centraux parce qu'ils avaient prévu cette attaque américaine. Donc les Américains ont pris conscience que ça va être plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Et que ça peut s'enliser. Et ils savent aussi qu'ils peuvent jouer sur une chose, c'est que les États-Unis n'ont pas envie d'envoyer des hommes, des troupes à terre. Et c'est la seule solution qu'il faudrait pour sécuriser. Il faudrait occuper toute la zone côtière. Et c'est pas en détruisant 2-3 navires qu'on règle le problème. Donc, on est sur une phase d'incertitude jusqu'où on peut aller. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont aucun espoir de gagner la guerre, l'Iran, clairement. Donc, plus ils tiennent longtemps, plus ils ont les opinions publiques qui se retournent dans les pays développés et plus ils ont un pouvoir de négociation face à Donald Trump. Donc, on sent très clairement où est le pouvoir, Donc, on va rester suspendu quelque chose à une dépêche Reuters qui nous dit l'Iran est prêt à ouvrir négociation. Alors, ça ne sera pas dit comme ça, mais enfin, l'esprit sera là, est prêt à ouvrir négociation. C'est ça la clé, parce qu'on pense que sinon, il n'y a pas trop de solutions. Donc, est-ce qu'on est sur une crise énergétique ? Non, parce que si on reste sur quelque chose autour de 20-30 jours et qu'après on dit qu'on va négocier, ça va très vite se dégonfler. Mais si dans le cas contraire, si on devait rester sur une perturbation de 2-3 mois du détroit d'Ormuz, là, on serait sur quelque chose beaucoup plus problématique. Alors pourquoi ?
C'est tout simple, hein. Il faut détruire la demande, tout bêtement. Quand vous avez 100 millions de consommation, que vous en avez 15 qui est bloqué, faut descendre de 15 millions de barils la demande, et ça passe forcément par des prix très élevés qui ralentissent l'économie. Alors, j'ai lu que justement la demande commencerait à ralentir quand le baril atteint $120. C'est à peu près vos calculs également? Alors, c'est un gros débat. C'est un gros débat, c'est pas évident. Moi, j'étais plutôt autour des 150. Alors, tout dépend de plein de choses. C'est le problème, c'est que c'est pas constant dans le temps. On le sait, hein, les modèles ont du mal à prévoir jusqu'à quel point. Et il y a beaucoup d'éléments parce qu'il y a la réponse aussi des États. Je vous prends un exemple. Si on remet un chèque énergie à tous les Français, c'est pas forcément tenable budgétairement, on va dire. C'est pas le scénario privilégié. C'est pas le scénario privilégié parce qu'on a quand même des contraintes. Mais ce qu'on avait fait par le passé, ça fait que repousser finalement ce seuil parce que on entretient la demande, on compense par par ces chèques énergie le fait, et donc on détruit pas la demande. Donc ce qu'il faut, mais c'est très difficile dans l'opinion publique, c'est le fait que les gens roulent moins, c'est le fait qu'on arrête certaines activités industrielles très consommatrices d'énergie. Donc il faut un message prix. Et donc si on n'a pas ce message prix, le marché se rééquilibre pas. Donc les stocks, c'est bien, ça compense ponctuellement, mais le marché va regarder le rééquilibrage à moyen terme. Et puis dernière chose quand même, on parle beaucoup du brut, on oublie de parler des produits raffinés. C'est ça. Alors, voilà. Justement, donc pas de crise énergétique sur le pétrole brut, mais sur le pétrole raffiné justement. Là, c'est plus complexe. Là, c'est plus complexe parce que là, on est sur des risques importants. D'une part, parce qu'on manque de capacité de raffinage, notamment en Europe, et on est très dépendant de l'Inde et de la Chine, et on sait que la Chine a pris des mesures pour justement limiter ça. Pourquoi ? Parce que la Chine, dans les pays asiatiques, c'est celle qui a constitué le plus de stocks de pétrole important, et on peut se dire que dans tous les pays asiatiques, c'est celle qui est la mieux positionnée pour résister longtemps. Alors, on va me demander combien de jours de stock, mais on les a pas fondamentalement. On a entendu, il y a un chiffre qui a apparu, 1,2 milliard, je crois. Oui, voilà. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ça représente tout le IA à elle toute seule, vous voyez, pour vous donner une comparaison. Hein. Ça représente 41 pays, ce compte 41 pays. Bon, c'est une estimation, on ne le sait pas, c'est un secret d'État. En plus, la Chine, ils ont fait en sorte d'acheter du pétrole sur différents courroies, via l'armée, via différents organismes. Du coup, on n'a pas de visibilité. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tout au long de l'année dernière, la Chine a constitué des stocks de précaution. Donc la Chine a de quoi résister, a de quoi raffiner, mais ce qu'ils veulent pas, c'est que d'un seul coup, tout le monde se jette chez eux pour prendre leurs produits raffinés et abaisse leur stock. Donc la Chine... De toute façon, ils ont pris des mesures, ils ont interdit à leurs raffineurs d'exporter le pétrole raffiné. Donc ça pose problème pour les autres pays, forcément. Les autres pays d'Asie, surtout qu'on a eu quand même des petites déceptions lorsqu'on a vu un peu les stocks de la Corée du Sud, par exemple, qui étaient nettement inférieurs à ce qu'on pensait, ou des stocks de d'autres pays d'Asie qui n'ont vraiment pas constitué des stocks de précaution. Donc il y a une partie de l'économie, et je pense que si la demande doit ralentir, elle sera très réactive, ça sera plutôt du côté de l'Asie. D'une part, ce sont les émergents qui seront les plus affectés, il ne faut pas se leurrer. Ces pays pauvres, c'est eux qui vont avoir, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'achetez plus le pétrole. Donc c'est ces pays-là où vous allez avoir la demande qui va le plus rapidement baisser, hélas, parce que ce sont des pays qui vont voir l'impact économique le plus violent et l'impact le plus fort. Donc ça prend un contre-pied toutes les mesures qu'avaient fait les investisseurs en début d'année de revenir sur les émergents. Donc les émergents sont d'abord fragilisés. Donc ça, c'est un élément assez négatif, et ça pourrait jouer à très court terme, notamment sur les produits raffinés. Et là, je pense qu'on peut avoir un petit choc sur les produits raffinés. Et puis après, forcément, les produits raffinés par les Indiens, par exemple, vont se vendre au plus offrant, et ça arrivera en Europe. Mais on risque d'avoir aussi des tensions sur ces prix raffinés à cause de ces problèmes de raffinage, plus que du pétrole brut, qui est pour l'instant, on n'est pas du tout en situation de pénurie. On a vu également dans nos actualités que le détroit d'Ormuz, c'était pas seulement du pétrole, c'est aussi des engrais. Et les engrais, finalement, in fine, ce manque d'engrais va pousser les prix alimentaires vers le haut. On parle même de crise alimentaire mondiale comparable à celle de 2008. Donc, inflation sur les produits alimentaires, inflation sur le pétrole raffiné, on l'a bien compris, peut-être inflation sur le pétrole brut. On rentre dans un schéma très inflationniste, non ? Est-ce que ce schéma inflationniste, puisque vous allez, j'imagine, peut-être dire oui quand même, est comparable à celui de 2022 ? Voilà, alors c'est toute la question, parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, d'autres qui ne le sont pas. Bon, première chose qu'il faut bien comprendre, il y a une grosse différence par rapport à 2022. On n'est pas dans une situation de blocage du commerce international comme en 2022. Là, on est en gros sur une zone, une route maritime,
qui est importante, qui est essentielle, mais on est sur un blocage d'une route maritime et d'une zone. Mais on n'est pas sur un blocage total de l'ensemble du commerce mondial. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on avait eu deux éléments. On a eu ce choc avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie qui avait entraîné une hausse des prix de l'énergie, mais on était aussi dans une situation post-Covid dans laquelle on avait des tensions très fortes sur les bateaux. Et d'ailleurs, si vous prenez le prix du transport maritime, il n'a pas explosé. Le prix de location du conteneur n'a pas explosé. Après, le gros problème, c'est que votre conteneur, il ne peut plus passer par Hormuz, et donc il passe par le bas de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, et donc ça fait entre 10 et 12 jours supplémentaires de navigation. Donc ça augmente votre coût, mais vous allez être livré. L'avantage, c'est que vous avez votre fournisseur asiatique qui peut encore vous livrer avec 10 jours de retard, mais il va vous livrer. Alors que, rappelez-vous, post-Covid, tout était bloqué, on manquait de navires, le coût du conteneur a explosé. Donc c'était pas seulement un coût pétrole, c'était un coût naturellement lié à tout ça. Donc, d'une part, on est mieux organisé, on a fait pas mal de chaînes d'approvisionnement. Alors, ça peut surprendre quand même, parce que vous avez Samsung Display ce matin, le patron de Samsung Display, qui nous a dit qu'il se trouvait en situation compliquée dans la production de Samsung Display parce qu'ils étaient juste in time et qu'il y avait quand même des perturbations maintenant, que c'était plus lent et ça perturbait ces chaînes d'approvisionnement. Donc, vous voyez, il y a encore des industriels qui n'ont pas encore appris ils ont déjà oublié 2022 et donc ils se retrouvent en difficulté. Donc, je ne vous dis pas que c'est neutre, mais c'est très très loin de ce qu'on a connu en 2022. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que par rapport à 2022, on n'est pas dans la même situation non plus pour les ménages, les consommateurs. Sortir du Covid, on avait des ménages américains qui avaient les poches pleines, qu'on avait reçu des chèques. En Europe, on a eu des versements assez importants, des États pour lisser l'impact énergétique, ce qu'on a pu vraiment en termes de moyens budgétaires aujourd'hui. Donc, ce qui est certain, c'est que ce choc importé d'inflation, c'est un choc inflationniste, il ne va pas se traduire de la même façon sur les prix domestiques. Moi, je pense qu'on est plus dans un schéma récessionniste. Alors, c'est toujours un débat, quand on est face à un choc, de savoir si ça génère une inflation auto-entretenue, et dans ce cas-là, ça justifie que la Banque centrale ajuste ses taux, ou est-ce que ça a plutôt un effet récessionniste, et ça justifierait plutôt que la Banque centrale baisse ses taux. Donc, on est sur deux analyses différentes. Et le gros problème qu'ont les banques centrales, c'est que quand on est dans un choc importé comme ça, c'est très très compliqué de mettre en route la politique monétaire. Pourquoi ? Parce que la politique monétaire, elle va agir sur la demande intérieure. Si je monte mes taux, je vais refroidir l'activité dans l'immobilier, je vais refroidir le crédit à la consommation, la distribution de crédit, donc je vais refroidir la demande. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de demande intérieure, c'est pas le fait que la demande est trop forte, c'est un problème qu'on manque de pétrole et qu'on n'a pas accès à ce pétrole. Donc oui, on peut faire baisser les cours du pétrole, mais il faudrait que tous les pays dans le monde développé remontent énormément les taux pour induire une récession économique. Et à ce moment-là, effectivement, les 20 millions de barils jour qui passaient, on pourrait les perdre rapidement sur la demande de pétrole. Et donc, à ce moment-là... Mais c'est pas très populaire, j'imagine. C'est pas populaire, ça serait quand même un peu suicidaire aussi de faire ça. Et puis, on sait en plus que c'est compliqué parce que, encore une fois, l'élasticité de la demande au prix du pétrole est très faible. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment lourdement peser sur l'économie pour vraiment avoir un impact à cette hauteur. Donc, les banquiers centraux sont assez désarmés. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est un discours, la parole, c'est de dire ce qu'ils appellent, eux, ancrer les anticipations d'inflation. C'est pour ça que je pense qu'ils sont plus en train de regarder comment se comportent les anticipations d'inflation sur les marchés monétaires, comment vont percevoir les ménages de ce risque inflationniste, comment ils vont évoluer les anticipations à 5 ans des anticipations d'inflation des ménages, et ils vont avoir un discours faucon, parce qu'ils ont appris de 2022. En 2022, ils ont été trop prudents au départ, et donc maintenant ils veulent montrer qu'ils seront à la manœuvre. Mais ça reste une posture, puisqu'a priori, d'après les derniers sondages, donc les banques centrales, les principales banques centrales de la planète se réunissent la semaine prochaine, et a priori le consensus est d'accord pour dire qu'elles vont toutes maintenir leur statu quo en attente de données plus actuelles, plus révélatrices de la situation réelle. Vous dites deux choses. Quand on se penche sur les ménages, quand on interroge les ménages quant à leur perception de l'inflation et de la trajectoire de cette inflation, ils sont plutôt en train de dire que l'inflation est là, qu'elle va continuer à prendre de l'épaisseur. Résultat, on parle souvent de cette inflation autoréalisatrice. On ne veut pas rentrer dans ce schéma-là, justement. Alors, c'est tout le problème. C'est-à-dire que comment les ménages réagissent par rapport à cette inflation ?
C'est un peu toujours ça, hein, quand on parle de boucle prix-salaire, c'est moi, je perçois une perte de pouvoir d'achat, je vais voir mon employeur, je lui mets la pression pour qu'il m'augmente mon salaire et ça s'auto-entretient parce que derrière, ça augmente les coûts des entreprises et ça induit une inflation. Ce qui gêne les banquiers centraux aujourd'hui, c'est que certes, ce choc inflationniste arrive à un moment où on était quand même dans une désinflation bien engagée, en Europe un peu plus qu'aux États-Unis, puisqu'on voit que le noyau dur aux États-Unis est à 2,5, enfin il n'est pas non plus à 6, donc faut relativiser, on vient de loin, hein. Donc on est à 2,5 aux États-Unis et on n'est pas dans quelque chose de dramatique quand même dans le 2,5 parce que dans le 2,5 il y a une grosse partie immobilier, prix de l'immobilier. Or, juste petite parenthèse, ce qui pourrait rassurer les banquiers centraux américains entre guillemets, si on doit parler comme ça, c'est le fait que les taux longs remontent et qu'avec la hausse des taux longs, ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier et donc sur les taux hypothécaires américains et ça peut encore plus peser sur le noyau dur. Donc, alors même il y a beaucoup de si quand même. Il y a beaucoup de si. Je sais qu'il y a une grosse magouille du BLS pour calculer cet espèce de loyer fictif qui rentre dans l'indice des prix, qui est quand même un tiers de l'indice des prix, qui est quand même important, mais qui fait beaucoup de débats aux États-Unis. Mais c'est pas aussi évident que ça va se traduire, ça va se diffuser au noyau dur. Si vous voulez, que quand vous avez une hausse des prix d'énergie, ça augmente les coûts de transport, par exemple routier. Du coup, ça augmente votre coût de constitution des stocks et le distributeur le répercute au consommateur. Donc ça, c'est la phase logique. Donc il y a toujours une transmission sur le noyau dur. Mais la Banque centrale américaine peut se dire que quand même, on était déjà dans un mouvement de ralentissement de l'inflation, que les salaires sont un peu résilients, mais quand même, on sent que le marché du travail est quand même fragile, que les ménages vont pas pouvoir compenser par des hausses de salaire et qu'on a quand même des ménages américains qui sont à aujourd'hui avec des taux d'intérêt à 21% sur leur crédit à consommation, qui vont subir ce choc de l'essence. Est-ce qu'ils vont pas réduire leurs achats, au contraire? Ou alors, comme on l'a vu par les annonces de Target hier, les distributeurs, face à une concurrence qui va être encore plus forte pour attirer les consommateurs, ne vont pas être obligés de renier leurs marges et mettre en place des promotions. Donc, je vous dis, aux États-Unis, il y a un risque plus fort, hein, je vous dis pas, mais on n'est pas dans un risque majeur de reprise de l'inflation comme ce qu'on avait eu en 2022. Et du côté de la BCE, ce qui inquiète beaucoup la BCE, c'est l'inflation dans les services. Le fait que l'inflation dans les services soit à 3,4 et on était à moins 0,6 sur les biens. Donc, sur les biens, ça veut dire qu'on va repasser dans les positifs parce que les biens sont forcément sensibles au prix de l'énergie et donc ça va quand même, on ne peut pas baisser les prix indéfiniment quand vous avez votre coût de production qui explose. Donc, même s'il y a de la concurrence, c'est pas possible, hein, à un moment donné, il faut survivre. Donc, il y aura un impact très clairement sur les biens, mais ça ne veut pas dire que les biens vont aller à 6%, c'est juste qu'ils ne vont plus baisser. Donc, ça va avoir un effet sur l'inflation. Et on a ce 3-4 qui reste très fort dans les services. Alors là, il y a un débat. Il va y avoir une lutte entre les faucons et de la BCE et les colombes. Et moi, je pense que les faucons vont mettre en avant qu'il faut dire qu'on est prêt à monter les taux. Les colombes vont dire, mais non, ça va peut-être un petit peu réaccélérer l'inflation. C'est un peu ce que nous a dit M. François Villeroy de Gallo. Mais c'est vrai, en France, on est à 1% d'inflation. Donc même si on allait à 2, c'est pas dramatique pour la France. Quoi. On n'est pas dans une situation dramatique, mais on n'est pas surtout dans quelque chose qui va s'auto-entretenir. Et ça, je pense que beaucoup de colombes vont mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, on a certes un taux de chômage qui est historiquement bas en Europe, mais qu'on n'est pas sur des entreprises qui annoncent qu'ils vont monter les salaires, qu'on va essayer d'absorber ces hausses de coûts parce qu'on ne va pas pouvoir les répercuter dans les prix en limitant les hausses de salaire. Donc, c'est quand même difficile d'avoir un scénario de boucle prix-salaire suite à ce choc importé. Et derrière, encore une fois, remonter les taux juste pour faire baisser les cours du pétrole, on sait que ça ne servira à rien. Donc, je pense qu'on va être dans un chemin où Mme Lagarde va être plus carrée. Elle va dire clairement qu'on ne rejouera pas le scénario de 2022, qu'on est prêt à agir rapidement. Mais ça, c'est pour ancrer les anticipations et pour vraiment dire ne jouez pas, ne commencez pas à anticiper qu'il va y avoir une inflation. Mais de l'autre, je ne les vois pas forcément bouger. Et globalement, ce que risque de jouer le marché, je sais qu'on joue à se faire peur sur les marchés monétaires. On pense que potentiellement la BCE pourrait monter ses taux de 25 points de base. Bon, c'est ce qu'il dit, voilà, c'est un peu surfait. Hein, mais à l'inverse, je pense que ça va inciter la Banque centrale a plutôt un statu quo pour le moment parce que c'est plus récessionniste que durablement inflationniste ce choc et on n'est pas dans le scénario de 2022. Ok, très clair. Comment vous avez parlé un peu des entreprises en disant qu'elles n'allaient pas forcément réajuster leurs prix et que l'objectif était continuer à préserver, à sécuriser leur chiffre d'affaires. Pourtant, il y a un autre risque dont on parle quasiment plus, là, qui a été totalement éclipsé, c'est celui des droits de douane. On a appris ce matin que Donald Trump allait de nouveau à relancer une nouvelle salve dans sa guerre commerciale. Ça fait quand même beaucoup de choses face auxquelles les entreprises sont mises. Le risque inflationniste
de cette hausse des coûts énergétiques et cette autre pression des droits de douane, comment elles se comportent actuellement? Est-ce que le risque est donc par ricochet l'évolution des indices actions, est-ce qu'il n'y a pas un biais là-dessus, là? Alors, moi, c'est vrai que j'ai le sentiment, je sais qu'à court terme, les marchés ont plutôt joué le dollar, ont plutôt joué les actifs américains en disant l'Europe sera plus affectée par cette crise que les États-Unis. Il y a un élément qui joue, je pense que les entreprises américaines, pour l'instant, sont encore assez prudentes dans leurs ajustements d'effectifs face aux différentes pressions. Il y avait une phrase qui était assez intéressante dans le dernier Beige Book, réalisé par la Banque centrale américaine, qui disait que les entreprises voyaient une forte hausse de leurs coûts, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas que ça. Hein. Si je vous fais la panoplie, vous avez une hausse du coût du travail, mais qui n'est pas liée au... Alors, il y a les salaires qui restent relativement dynamiques parce qu'on a vu que la population active diminuait et donc c'est difficile de recruter. C'est en partie lié à la politique migratoire, hein, donc ça joue. Mais il y a surtout une partie qui est le coût des assurances santé qui sont en train d'augmenter fortement parce que l'État fédéral a réduit énormément les aides pour les assurances santé. Hein, c'est le détricotage de l'Obamacare, mais qui se traduit par une hausse des coûts des entreprises, parce que les entreprises compensent cette baisse. Et donc ça fait un coût du travail qui reste assez dynamique globalement. Donc il y avait ce coût du travail qui est quand même une variable importante. On a maintenant ce choc lié au coût naturellement énergétique et auquel il faut prendre en compte ces droits de douane qui sont payés, on le sait maintenant et on l'a montré et démontré à 90% minimum payés par les importateurs américains. Donc ce sont les entreprises américaines qui payent ces droits de douane et non les exportateurs. Et donc cette menace de hausse des droits de douane. Donc face à tous ces coûts qui augmentent quand même de manière importante, qui s'accumulent, on avait une réponse que nous disait le Beige Book. Les entreprises américaines misent sur l'investissement dans l'IA pour améliorer les gains de productivité. Et donc ces gains de productivité n'iront pas aux salariés, n'iront pas forcément dans les profits, mais serviront à absorber ce choc sur les coûts des entreprises. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle quand même pour les banques centrales, ça voudrait dire que l'économie américaine pourrait absorber tous ces chocs par des forts gains de productivité qui atténueraient l'aspect inflation, et notamment dans les services. Si les services ont des énormes gains de productivité, vu qu'on est dans une situation très concurrentielle, vu que le ménage américain est hyper sensible au prix, ils vont pas le répercuter dans leur prix et ils vont l'absorber par les gains. Seul problème, c'est que ça reste quand même très hypothétique. Ça reste très hypothétique. Et puis de l'autre côté, de toute façon, ces centaines de milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle pour arriver à ces gains de productivité, ils sont source d'inflation. Alors, sont source d'inflation et en plus, on sait que l'inférence, c'est-à-dire la mise en place, la disponibilité de ces modèles prend du temps. C'est ça. On peut avoir des coûts en arrière. Alors juste pour la petite histoire, vous avez peut-être suivi ça. AWS, la filiale cloud d'Amazon, avait mis en place des procédures où on avait du codage automatique pour ces programmes et ils se sont aperçus, mais ça, ce qu'on connaît bien en informatique, c'est la dette du savoir, ça s'appelle, on dit en français. C'est-à-dire que c'est une dette du fait que le code généré par l'informatique, par l'intelligence artificielle, c'est souvent des codes qui sont pas été bien débuggés, qui peuvent avoir des erreurs, et en plus qui sont pas forcément optimisés. Bon, et donc on se passe de l'humain, mais derrière il y a peut-être un coût plus élevé parce que derrière, quand vous voulez faire évoluer votre logiciel, ça vous coûte beaucoup plus cher de reprendre le code généré par l'informatique on n'y est pas encore. Et donc juste pour vous dire que ces bugs étaient venus par la génération de l'IA, de ces codes informatiques qui ont créé pas mal de distorsions. Donc ils sont en train de revenir en arrière et donc de remettre des informaticiens pour... Donc ça vous montre que... Pourquoi je dis ça? Ça c'est un exemple. Oui, sûr, mais... Ça vous montre que c'est compliqué, que les gains de productivité ne sont pas forcément là. En tout cas, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et votre risque, c'est le risque que va avoir la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que c'est le risque que les entreprises qui n'ont pas vraiment encore ajusté l'emploi, qui... niveau macroéconomiquement, ne recrutent pas mais ne licencient pas, mais en réalité c'est plus complexe que ça parce qu'on voit qu'il y a des secteurs qui recrutent, d'autres qui sont en train déjà d'ajuster leur emploi, mais le gros risque c'est que finalement on ait des déceptions sur l'IA, que d'un autre côté on ait des fortes hausses de coûts, et là à ce moment-là la seule solution c'est d'ajuster l'emploi, et là on pourrait avoir un effet sur l'emploi beaucoup plus rapide. Donc ça rend très inconfortable la Banque centrale, et encore une fois ça remontre que si vous avez quelque chose à jouer, c'est plus l'aspect récessionniste que l'aspect inflationniste. Et ça, c'est un élément clé. Et comment pour on les joue marchés. l'aspect récessif? Voilà, c'est ça, parce que si vous êtes dans un scénario inflationniste,
Dans ce cas-là, il faut vendre un peu comme en 2022, les actions et les obligations. Par contre, si on est dans un aspect récessionniste, c'est-à-dire que l'inflation a vraiment un impact sur la consommation, a vraiment un impact sur l'emploi, et ça peut créer un risque de récession, en tout cas de fort ralentissement, il faut acheter les obligations dans ce cas-là. Parce que votre choc inflationniste, certes, il pèse sur votre cours obligataire parce qu'on pense que ça vous augmente l'inflation, mais c'est un effet court terme, puisque comme derrière, vous allez avoir votre économie qui va se retourner, voire ralentir, vous allez avoir un impact sur la croissance, et donc mécaniquement, il vaut mieux se protéger sur les obligations. Donc la hausse des obligations aujourd'hui, c'est seulement parce qu'on a un scénario 2022 en tête. C'est-à-dire qu'on se dit... C'est pour ça, d'accord. J'allais justement... Voilà. Est-ce que potentiellement il y a un risque sur le marché obligataire? Alors là, moi, sur les obligations souveraines, elles sont toutes en train de prendre de l'épaisseur. Certains parlent d'un risque sur ce marché-là. Vous me dites que non. Oui, parce qu'il rejoue le scénario 2022. C'est une erreur. Voilà. Et l'erreur est là parce qu'en 2022, encore une fois, on avait des éléments exceptionnels, post-Covid, soutien, chèque énergie, tout ça, qui ont entretenu l'inflation. Mais là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma très différent sur les consommateurs, surtout aux États-Unis, et là, on a un vrai risque de dégradation du marché du travail. Par contre, je peux vous certifier, si on commence à avoir un retournement du marché du travail américain, les obligations d'État américaines, elles vont chuter immédiatement, parce qu'on va dire que toute l'idée que la Banque centrale américaine reste insensible va disparaître sur les marchés en se disant elle va privilégier l'emploi à l'inflation, quitte à laisser un peu filer l'inflation, mais c'est une inflation importée, elle ne peut pas faire grand-chose, alors que sur le marché de l'emploi, elle peut faire énormément pour limiter la casse en relançant notamment les secteurs les plus sensibles qui sont en récession depuis plusieurs mois, dans l'immobilier, dans l'industrie, et donc on aura bien cette baisse des taux, et donc à ce moment-là, vous allez voir très clairement la courbe des taux se déplacer et un aplatissement de la courbe des taux sur ces anticipations. Certains parlent déjà de dette, de risque sur la dette des entreprises, cette fois-ci, comparable à celle des subprimes. Vous dites pareil, attendez, pas de panique. Alors, c'est tout le problème. C'est tout le problème qu'on a, c'est que dans la finance, il y a souvent des risques et il y a la crédibilité et la confiance. Ce que nous disent aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée des taux de défaut sur les crédits privés. Par contre, il y a plusieurs rapports, mais je me prends par exemple, j'ai en tête un rapport de Fitch qui dit oui, il y a un risque de montée, mais généralement les taux de recovery sont très élevés, autour de 90%, entre 85 et 90%. Donc on n'est pas sûr. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous aviez des taux de recovery à 50%, ça veut dire qu'on a distribué du crédit n'importe comment, qu'on a fait des prêts avec très peu de garanties, et donc finalement on a pris des risques excessifs comme on l'a fait avec les subprimes. Donc là c'est pas le cas puisqu'on a des taux de recovery élevés, et puis ils disent que la majorité des cas, on n'a même pas besoin de faire la recovery, c'est juste des restructurations de dette qui permet finalement de passer un petit passage difficile. Donc ça, première chose, on n'est pas sur un caractère spéculatif comme on avait eu avec les subprimes, on n'a pas prêté n'importe comment, on a pris des risques, parce que quand on prête à des PME et des petites entreprises, on prend ou des éditeurs de logiciels, puisque c'est 20%. C'est 20%. Forcément, il y a un risque business, il y a un risque de rupture technologique, il y a un risque d'activité. Donc, on a pris des risques, mais on n'a pas fait n'importe quoi. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui circulent actuellement qui disent que les fonds d'investissement américains qui sont positionnés justement via des LBO sur ces éditeurs de logiciels, de grande, petite ou moyenne taille, actuellement ont bloqué les remboursements ou les sorties. Alors, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. C'est peut-être le cas pour un ou deux gros fonds d'investissement, mais pareil, vous dites que c'est juste temporaire, en fait. C'est des réajustements de portefeuille, de renégociation de dette. C'est là où je parle de la confiance. Parce que ça, c'est une chose. Ça, c'est les fondamentaux. Mais par contre, juste pour vous dire, les taux de défaut vont augmenter si je ne vous permets pas de vous restructurer quand vous êtes en difficulté. Évidemment. Donc, c'est la même chose. Si vous avez une PME qui a besoin de fonds et que d'un seul coup, on lui augmente énormément les taux parce qu'on veut bien lui prêter, mais on a peur, ça va jouer forcément sur sa capacité d'emprunt. Et puis, dernière chose, c'est vrai aussi que si vous êtes sur un retournement économique, les taux de défaut vont monter. Avec un choc inflationniste qu'on a avec les cours du pétrole, plus un retournement économique derrière qu'il peut y avoir, ça va forcément jouer. Donc oui, il y a un facteur de risque qui est là, mais il ne faut pas le surestimer. Le gros problème, il est plutôt sur deux éléments. D'une part, c'est qu'on a vendu une partie de ces fonds à une clientèle privée. C'est-à-dire qu'un tiers de ces fonds, c'est des particuliers. Donc, un tiers de ces fonds, le problème, c'est que quand vous avez dans les médias américains le patron de JP Morgan qui vous dit « ça sent mauvais, je suis en train de provisionner ça », vous passez de ça à CNBC, tout le monde va récupérer, tout le monde appelle immédiatement son intermédiaire financier et lui dit « je sors de tous ces fonds-là ». Le problème, c'est que ces fonds ont donné faussement l'image de la liquidité. Parce que quand vous prêtez à une entreprise sur un crédit sur 10 ans, vous ne pouvez pas dire « vous pouvez racheter
racheter mes parts demain. L'argent que je vous ai pris pour les placer, ils sont bloqués 10 ans. Sûr, donc quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas les reprendre. Donc le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des fonds, s'il y a un vent de panique, on va se retrouver avec des fonds de crédit privé qui vont se retrouver avec des flux de rachat et qui ne pourront pas assurer cette liquidité. Donc ce qui va entraîner encore plus de défiance. Et dans ce cas-là, c'est bank run, on va dire, adapté à des fonds, puisque c'est pas vis-à-vis du secteur bancaire. Mais donc ces fonds vont devoir soit trouver des financements auprès du secteur bancaire, mais on risque de leur demander pas mal pour couvrir ce risque. Et donc ça va forcément peser sur leur rentabilité, ce qui va encore plus inciter les gens à sortir. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'auto-réalisateur. Donc non, oui, il y a un risque crédit privé qui augmente. Oui, ce risque peut faire peur à certains et créer un système de défiance. Et quand il y a la défiance, c'est autoréalisateur parce que derrière, c'est un crédit crunch, dans le sens que derrière, ça durcit les conditions de crédit pour les petites et moyennes entreprises qui étaient financées par ces fonds. Et ça peut créer aussi des risques sur le secteur bancaire. Alors, les banques ne sont pas directement impactées, mais elles ont souvent dû leur bilan et via leur bilan. Donc, ça peut créer aussi des mouvements de flux sur les marchés financiers. Donc, c'est vrai que quand vous êtes dans un moment de crise où la liquidité part des marchés, des actifs, et qu'on recherche toujours où sera la prochaine crise financière, forcément on a un focus là-dessus et ça joue énormément. Donc on ne va pas contre le marché, mais attention, c'est vraiment un élément de fragilité et il va falloir aussi que les banques centrales communiquent là-dessus et peut-être réfléchissent à, si c'est un vrai problème que de liquidité, à voir comment on peut gérer ce problème de liquidité pour ces fonds. En tout cas, c'est toujours le même enseignement. Quand vous avez des actifs sous-jacents qui sont illiquides, vous ne pouvez pas promettre aux épargnants de la liquidité. Et on revient toujours à cette faiblesse de la finance qui est de vouloir faire croire qu'on peut assurer la liquidité sur des actifs illiquides. Dernière question, Christian, sur la tech US, la tech qui est hésitante actuellement, et notamment sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons, mais on est aussi sur une redéfinition de ce qu'est une valeur de l'intelligence artificielle, du monde de l'intelligence artificielle. Il y a un élément qui change énormément avec l'intelligence artificielle, c'est qu'avant, par exemple, quand vous étiez Microsoft, quand vous développiez Office, vous aviez un coût de développement de votre logiciel, et puis après, c'était amorti. Une fois que vous aviez vendu votre logiciel X fois, l'utilisateur supplémentaire, c'était de la marge. On dit en économie, le coût marginal était nul, donc finalement, le client marginal, c'était du profit. C'est pour ça qu'on regardait souvent le nombre d'abonnés, par exemple pour les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a le coût du réseau social, et puis après derrière, l'abonné supplémentaire, c'est de la marge, c'est de la publicité, c'est de la marge pure. Là, avec l'IA, on change de monde, parce qu'on est dans un monde où l'utilisateur supplémentaire va consommer de l'énergie. Donc, vous n'avez pas un coût marginal nul, vous avez un coût marginal positif. Et même si d'un seul coup, vous avez 1 million de plus d'utilisateurs, vous allez être obligé de construire un data center en plus. Donc, il y a des effets de marge d'escalier, parce que vous avez des investissements à nourrir. On est aussi dans un monde dans lequel on amortit très vite les processeurs, parce qu'on est dans un monde de forte concurrence, dans lequel le coût du calcul, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre IA... Il faut avoir le meilleur modèle, mais il faut aussi avoir le modèle qui consomme le moins d'énergie, parce que ça vous permet d'être plus compétitif par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que vos processeurs qui tournent aujourd'hui, il faut les remplacer régulièrement, les amortir régulièrement. Donc là aussi, on est dans un monde où l'IA coûte très cher, continuellement cher, alors que finalement une version de Windows, vous étiez un peu en retard, vous pouviez décaler son lancement de 6 mois, ça n'effondrait pas vos bénéfices. Donc on est dans cette situation-là, donc on change de monde, on est quand même dans un monde beaucoup plus industriel, je vais dire, de ces valeurs-là, et est-ce qu'on paye le même PE pour ces valeurs-là ? En plus, ça crée des nouvelles sensibilités. On va prendre l'exemple, j'aurais pu vous dire, les cours du pétrole, on s'en moque. On s'en moque pour Microsoft, on s'en moque pour Nvidia. Non, parce que l'énergie, le coût de l'énergie globalement, ça va déterminer la rentabilité de vos investissements. Et en plus, les taux d'intérêt aujourd'hui, puisque avant c'était des machines qui étaient cash riches, qui n'avaient pas besoin d'emprunter, qui n'avaient pas besoin d'aller sur les marchés pour prendre de l'argent pour investir. Mais maintenant que les capex sont durablement élevés et vont rester durablement élevés, ce sont des machines qui vont consommer du capital, beaucoup plus que par le passé. Donc ça veut dire qu'on est sensible dans leur niveau de valorisation
au coût du capital. Alors qu'avant, il suffisait finalement d'avoir la bonne application, que vous l'ayez amortie et que finalement, Après, vous n'avez pas besoin de lever de capitaux. Donc, vous voyez, on change de monde. Donc, ça veut dire que le secteur technologique, il y a beaucoup d'hésitation maintenant sur le marché, on l'a vu, pour savoir est-ce que c'est un secteur qui nous protège, parce qu'on va se dire, ils ont des carnets de commandes. Regardez Oracle qui a publié ses résultats, carnet de commandes monstrueux. Donc, on se dit, on a une belle visibilité. Quoi qu'il arrive, les entreprises, je vous le disais, elles veulent gagner en productivité pour amortir tous les coûts. Donc, ils ont une demande qui est là. Donc, on n'a pas forcément de crainte sur l'adoption de l'IA. On est plutôt sur dire ça va peut-être marcher. Donc, c'est pas ça qui est remis en cause, mais c'est le fait que finalement, ce sont des secteurs qui sont quand même sensibles à la conjoncture, sensibles au niveau des taux d'intérêt réels ou nominaux, sensibles au coût de l'énergie. Et donc, finalement, on a des investisseurs qui sont hésitants. On le voit. D'un côté, ils se disent faut jouer l'IA, faut jouer ces secteurs parce qu'elles ont beaucoup baissé, elles ont des PE beaucoup plus attrayants et que ça va marcher et que c'est une protection s'il y avait une récession aux États-Unis. Et puis de l'autre, de se dire bah non, parce que finalement, peut-être que l'investissement l'année dernière a été totalement déconnecté de l'économie et c'est peut-être pas très conjoncturel, mais il y a quand même, on est rattrapé dans leur business model par la conjoncture et ça devient des sociétés cycliques. Donc voilà, on est pris là-dedans et je pense que ça explique pourquoi on a tous ces atermoiements et un jour on vend certaines valeurs, on les rachète le lendemain et on l'a vu surtout sur les mouvements de yo-yo dans les semi-conducteurs et dans les producteurs de mémoire où on a eu des mouvements assez violents. Donc entre l'opportunité de dire c'est pas cher et l'idée que c'est quand même sensible à la conjoncture, à ce qui se passe, on voit que ça crée de la volatilité assez importante dans ce secteur-là. L'IA qui est devenue une valeur cyclique. Voilà. On peut dire ça quelque part. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altair Economics, avec nous très régulièrement sur Téléfinance et je vous en remercie beaucoup. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle heure de décryptage de l'actualité dès 8h55. À demain sur TV Finance.